Autre bonne nouvelle qui concerne celle-là, les travailleurs au chômage temporaire. Ceux qui sont dans cette situation depuis plus de 2 mois recevront une prime journalière de 10 €. Alors bonsoir Laurent Rare. Ça concerne du monde, pardon ? Eh bien oui Julie, beaucoup de monde. Regardez, environ 400 000 travailleurs sont en chômage temporaire depuis plus de 2 mois. Jusqu'à présent, ils perçoivent 70% du salaire et une contribution de 5,63 € par jour. La nouveauté, c'est que tous les travailleurs de tous les secteurs qui sont en chômage temporaire depuis 53 jours, entre le 1er mars et le 30 novembre, vont recevoir une prime de 150 €, plus une prime de 10 € par jour au-delà des 53 jours. Et vous avez choisi un cas concret, un exemple pour bien comprendre ce que ça représente. Prenons un serveur de l'Horeca, un secteur durement touché par le coronavirus. Monsieur est chef de ménage. Il gagne, regardez, 2 300 € bruts par mois. Il a été au chômage pendant 6 mois. Sans la prime, eh bien, il recevra une allocation de 1 700 € bruts. Avec la prime, il recevra une allocation de 2 150 € bruts. La différence est donc appréciable. Et puis, dernier élément, et c'est important, cette prime sera versée aux chômeurs temporaires avant la fête de fin d'année. Merci Laurent pour ça. On va prendre la direction des États-Unis où la campagne de vaccination contre le Covid pourrait commencer dès lundi. Un dernier feu vert est attendu pour valider le vaccin de Pfizer et BioNTech. Thomas Rorive a pu se rendre là où sont en train d'être prises les décisions. Oui, le département de la santé américain dans lequel je me trouve, c'est littéralement le centre névralgique de l'opération baptisée Warp Speed, traduisez plus rapide que la vitesse de la lumière. Alors l'idée, c'est d'acheminer le plus rapidement possible les premiers millions de vaccins qui seront produits par Pfizer dans l'ensemble du territoire américain. Une tâche confiée par la Maison-Blanche sur le plan logistique à l'armée américaine, mais aussi à Moncef Slaoui, un chercheur belgo-marocain très réputé qui s'est formé avant d'enseigner en Belgique. Un des hommes les plus occupés de la planète que nous avons pu suivre ce matin dans les ultimes préparatifs de l'opération Warp Speed. Un portrait tourné avec Marco Sacomano et commenté par Éric Destiné. Au cœur de Washington, juste en face du Capitole, le bâtiment du ministère américain de la Santé. Dans les couloirs, c'est l'effervescence. Hey, look what I got. Depuis presque 8 mois, Moncef Slaoui est en première ligne. D'ailleurs, ses collègues lui ont offert aujourd'hui ce t-shirt avec le numéro 1. Un clin d'œil pour ce belgo-marocain qui ne s'imaginait pas être contacté par l'administration Trump pour devenir l'homme chargé de trouver des vaccins contre le Covid-19 pour le peuple américain. J'ai rencontré le ministre de la Santé, le ministre de la Défense et Jared Kushner, qui est le conseiller particulier du président, qui m'ont demandé de prendre le rôle. J'ai mis 2 conditions. Enfin, 3 conditions. 1, c'est que je ne voulais pas être payé. Mais les plus importantes, c'est qu'il n'y ait pas d'interférence politique, d'une part, et d'autre part, qu'on soit totalement empowered, qu'on puisse prendre toutes les décisions, qu'il n'y ait pas de bureaucratie. Et pour vacciner les Américains, celui qui a passé 27 ans en Belgique est en contact permanent avec beaucoup d'Européens, ceux qui dirigent certains laboratoires biopharmaceutiques. Cet après-midi, conversation avec le patron de Moderna. Maintenant, c'est le sprint final. L'agence américaine des médicaments, la FDA, va bientôt donner une première autorisation de mise sur le marché. La FDA vient de dire ce matin qu'ils allaient décider très vite et que la décision sera positive. Donc, je dirais le suspense est déjà un peu parti. Immédiatement, 1 minute après, on va commencer à distribuer le vaccin. Il va sortir du point de manufacture de Pfizer. Et il sera distribué dans les 50 États. Combien de doses vont partir dans les prochaines heures? À peu près 3,2 millions de doses. Ensuite, d'ici la fin du mois de décembre, ce sont 20 millions de doses qui devraient être distribuées aux États-Unis. Un reportage réalisé avec nos collègues de l'équipe d'investigation et que vous pourrez bientôt découvrir en intégralité sur la Une. La course au vaccin, continuons d'en parler. Tout ne se déroule pas comme prévu pour le candidat Sanofi GSK. Les premiers essais cliniques du vaccin n'étaient pas concluants et la mise sur le marché a été retardée à la fin 2021. Sarah Hendricks. Ils y travaillent depuis des mois, mais le vaccin des laboratoires français Sanofi et britannique GSK ne sera pas prêt pour le premier semestre 2021 comme espéré.
Les résultats des premiers essais cliniques sont moins bons qu'attendus auprès des personnes âgées. Il faudra donc reformuler le vaccin et mener de nouveaux tests à partir de février. Pour nous, ce qui est prioritaire, c'est la sécurité du vaccin et son efficacité. Nous avons des données, immédiatement nous réagissons et nous reformulons ce vaccin, puisque aujourd'hui on a des évidences qui montrent que oui, il peut y avoir un vaccin et oui, on a compris quel était le problème et donc on va y remédier. Les premiers résultats sur des singes sont encourageants, mais si tout va bien, il faudra attendre fin 2021 pour une mise sur le marché de ce vaccin basé sur une technologie connue depuis longtemps. Pendant quelques mois encore, seuls des vaccins plus récents comme celui de Pfizer seront donc disponibles. Il est important de produire suffisamment de vaccins avec des technologies différentes parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas encore quels sont les vaccins qui sont les mieux adaptés aux populations cibles. Et donc, ça va être un point très important, c'est de faire en sorte que les sujets vaccinés reçoivent le vaccin qui leur convient le mieux. Et parmi ces vaccins, les vaccins, disons, plus classiques, ont évidemment une place potentielle importante. De son côté, GSK poursuit à Wavre la production d'1 milliard de doses d'adjuvant, cette substance qui améliore l'efficacité du vaccin. Ici, personne ne doute qu'il trouvera sa place sur le marché mondial. On va avoir besoin globalement de milliards et de milliards de doses. Donc oui, c'est un peu une mauvaise nouvelle pour le partenariat Sanofi-GSK, mais en même temps, ce n'est qu'un retard dans la disponibilité du vaccin. GSK a d'ailleurs conclu d'autres partenariats avec des sociétés canadiennes et chinoises pour écouler ces doses dont la durée de vie est très longue. Et en Belgique, la pression sur les hôpitaux reste importante avec un peu moins de 3000 patients hospitalisés à ce jour, 2939, dont 657 aux soins intensifs. Sur cette dernière semaine, la baisse n'a été que très légère. Avec près de 200 hospitalisations par jour, la charge des hôpitaux ainsi que le nombre de maladies et de décès sont encore trop élevés. La courbe va bientôt choisir un côté, vers le bas ou vers le haut. Les cartes sont entre nos mains. Tout sera maintenant une question de persévérance. Et précisons par ailleurs que le virus tue encore en moyenne 98 personnes par jour et le bilan total de l'épidémie en Belgique est actuellement de 17 692 décès. Et chaque vendredi, nous avons pris l'habitude de décrypter une donnée, un chiffre en particulier. Et aujourd'hui, Joanne Montet, c'est du taux de positivité que l'on va parler. Il est actuellement de 8,6%. Alors que mesure-t-on exactement avec ce chiffre ? Eh bien, on mesure, Julie, la part des tests positifs, en fait, le pourcentage de tests positifs par rapport au total des tests effectués. Et en ce moment, 8,6% des tests sont positifs. Si on veut une comparaison, il y a un mois et demi, le 24 octobre, c'était 27%. Alors, qu'est-ce qu'on teste ? Qu'est-ce qu'on compte ? Tous les tests PCR en laboratoire, mais aussi les tests antigènes rapides en 30 minutes. Et si un patient fait plusieurs tests, eh bien, chaque test compte, donc on compte bien les tests et pas les patients. Mais la manière de tester n'est plus la même qu'auparavant. Est-ce qu'on compare toujours les mêmes choses ? Ben non, en fait. Tout au début de la première vague, on avait très peu de tests. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On testait uniquement les personnes qui étaient malades ou à l'hôpital. Et puis, après les vacances, il y a eu les retours de zones rouges. Et à ce moment-là, on a testé tous les cas qui avaient eu un contact à risque. Et puis, il y a eu l'embouteillage dans les centres de testing. Alors, on a limité les tests aux personnes malades. De nouveau, suivez. Et depuis le 23 novembre, eh bien, c'est le retour des tests pour les asymptomatiques. Donc, le taux de positivité, il a changé de base un paquet de fois. Ceci dit, malgré tout ça, ça reste un indicateur utile, le taux de positivité. Oui, ça reste utile, mais ce n'est pas le seul. Il faut regarder d'autres types d'indicateurs, il faut regarder l'ensemble. Et puis, on peut aussi regarder le taux de positivité, par exemple, par tranche d'âge ou par région. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les 10 à 19 ans ont le plus haut taux de positivité. Et le Hainaut, par exemple, si on regarde la carte de Belgique, vous allez voir que le Hainaut est plus positif par rapport au nombre de tests que la province d'Anvers. Et pourtant, c'est dans la province d'Anvers qu'on teste plus
que dans le Hainaut. Vous voyez, il y a un tas d'informations intéressantes derrière cet indicateur du taux de positivité. Merci Joanne pour cet éclairage. Alors, autre titre de l'actualité, cet accord inattendu entre Israël et le Maroc. Un coup de force diplomatique de Donald Trump et qui aura un impact direct pour le Sahara occidental. Ce territoire situé au sud du Maroc et qui revendique son autonomie depuis plus de 40 ans. Pascal Bustamante. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole revendiquée par le Maroc. Le mouvement indépendantiste Polisario s'oppose à l'annexion depuis le départ des Espagnols en 1976. Hier, sous la forme désormais coutumière du tweet, Donald Trump ajoute une pièce au dossier. Le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il convient donc de reconnaître leur souveraineté sur le Sahara occidental. Et très vite ensuite, un autre tweet présidentiel est diffusé. Une autre percée historique aujourd'hui. Nos deux grands amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont convenu de relations diplomatiques complètes. Une percée massive pour la paix au Moyen-Orient. Une annonce qui est accueillie avec enthousiasme en Israël. Elle tombe à point nommé, comme pour débuter les festivités de Hanouka. We'll resume liaison offices quickly between Israel and Morocco and work as rapidly as possible to establish full diplomatic relations. We'll also institute direct flights between Morocco and Israel and Morocco. Le Royaume du Maroc apprécie la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara, mais des voix se sont aussi fait entendre en faveur des Palestiniens, lâchés par un pays arabo-musulman de plus. L'ancienne puissance coloniale, quant à elle, tempère. Ahora bien, queda por resolver la paz entre israelíes y palestinos y queda por resolver la cuestión del Sáhara Occidental. Y en ambos casos la posición de España es muy clara, respeto a las resoluciones de Naciones Unidas para buscar una vía de resolución también a esas dos cuestiones. Car ce qui ressemble à un échange de bons procédés n'a pas grande valeur au regard du droit international. Là, il y a une sorte de donnant-donnant. On demande au Maroc de reconnaître et de normaliser ses relations avec l'État d'Israël et on lui donne une récompense en dépit du fait qu'en réalité, tous ces éléments-là vont à l'encontre du droit international et se font au détriment à la fois du peuple du Sahara occidental et du peuple palestinien. Le Front Polisario condamne la position des États-Unis. Il a annoncé la poursuite de la lutte armée. La Russie a quant à elle condamné la reconnaissance américaine. Je vous propose à présent de découvrir un lieu tout à fait étonnant, une cathédrale de glace. Elle se trouve dans les Alpes suisses. La balade pour la découvrir est un peu sportive. Cette cathédrale est en fait une cavité qui se forme chaque année dans la montagne, en automne. Elle évolue donc perpétuellement et au dire de ceux qui la connaissent, elle est particulièrement belle cette année. Guillaume Wolf. On l'appelle la cathédrale de glace. 20 mètres de long, 5 de haut, qui forme un plafond de glace tout à fait irréel. On voit quelque chose d'assez impressionnant, c'est une sacrée voûte. Comme être là-dessous, on s'imagine un petit peu le poids qu'il peut y avoir au-dessus. Donc c'est quelque chose de très 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 beau. Ouais. Nous sommes dans les Alpes suisses, à 3000 mètres d'altitude, au-dessus de la station de ski des Diablerets. Un télésiège, 15 minutes de marche pour entrer dans ce tunnel à ses risques et périls. It's the first time we indicated and opened it officially. The last years, since 3-4 years, we had kind of an ice cave, but it was different. It was more steep. And this year it looks like an ice cathedral, so it's really beautiful. La cathédrale n'a pas la même forme chaque année. Cela dépend principalement des éléments naturels. And we are in an ice cave, a natural ice cave, which was created by a lake in summertime when the glacier is melting. We have a lake above, and then suddenly in August, September, he's disappearing. And this ice cave was created by this water leaving the lake. Résultat, un spectacle unique, des lumières qui se reflètent sur les parois de glace et qui attirent photographes et visiteurs. J'ai juste dit c'est magnifique, mais c'est pas le bon mot parce que j'ai jamais vu quelque chose pareil. Et c'est comme c'est pas de ce monde en fait. Moi, je trouve ça magnifique. Cette cathédrale de glace pourrait ne pas rester accessible longtemps. La météo hivernale, comme des chutes de neige, pourrait malheureusement condamner l'entrée du tunnel. Et sachez qu'en France, le gouvernement envisage désormais une ouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski à partir du 7 janvier. Une date qui pourrait toutefois être réévaluée en fonction de la situation sanitaire.